On va parler de cette méthode québécoise qui s'appelle le groupe de co-développement professionnel. Ici, on voit un groupe en formation, justement à Pharos Institut, de l'année dernière. Donc, c'est des petits groupes et on travaille pendant 3 jours pour cette formation. Améliorer la qualité de la prise de décision, consolider des relations de confiance, élargir la perspective de chacun, augmenter la capacité de demander de l'aide, de connaître des nouvelles pratiques ou des pratiques différentes de celles qu'on connaît et se former surtout en fonction d'expériences vécues par les participants. J'entends ma voix qui revient, je ne sais pas pourquoi. Si vous avez fermé vos micros, ça ne devrait pas se faire, mais je l'entends, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler. Ça, c'est un groupe de formation au Mexique qui a très bien fonctionné récemment. Ils ont beaucoup aimé le co-développement. Et on utilise aussi, si vous voyez sur la table, il y a plein de feutres et de crayons de couleurs. C'est qu'on utilise la facilitation graphique aussi pour avoir un autre moyen d'exprimer les idées. Et ça va parfois plus vite qu'avec juste des mots. Il y a beaucoup d'expériences de co-développement déjà au Québec et en France, beaucoup. Ça, c'est juste quelques exemples de certaines expériences d'utilisation de groupes de co-développement que je voulais mettre ici comme exemple. Par exemple, il existe des groupes de co-développement à l'Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec. Il y a aussi plusieurs groupes de co-développement dans le cadre du réseau des conseillers en management du Québec. Il y a beaucoup de cadres supérieurs qui ont participé à des groupes de co-développement dans différents organismes gouvernementaux au Québec. Il y a eu un projet qui portait sur le leadership et des habiletés de management qui a duré pendant 2 ans à l'hôpital, par exemple, Sacré-Cœur, un autre de l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval, à Hydro-Québec, je sais qu'il y en a aussi en Air France, en tout cas pour les infirmières aussi, dans des universités ou dans des hôpitaux. Donc, c'est une méthode très utilisée dans différents contextes québécois et français aussi, mais je connais plus les données québécoises. Le consultant, il écoute, surtout, il écoute. Mais pas que ça, il pose aussi des questions, mais c'est très important l'écoute. Il doit être attentif à ses propres réactions et il doit respecter que l'expert de la situation, c'est le client. C'est important de poser des bonnes questions, qui soient des questions ouvertes et qui ne soient pas des solutions. Il encourage le client et il offre des informations, ressources pertinentes. Le rôle de l'animateur, c'est de connaître la méthode, d'expliquer le processus et les rôles, de guider le groupe à travers les étapes, de faciliter les apprentissages et la collaboration. Il amène le client à prendre conscience de soi-même dans cette situation et il contribue à générer une forte énergie de solidarité entre les membres du groupe. Dans les étapes du processus, on peut avoir une activité de temps de groupe et on fait un retour sur le client de la séance précédente. Après, on a l'étape 1 de présentation de la situation, l'étape 2 de clarification, l'étape 3 qui est le mandat. Je dirigeais des services informatiques dans des collectivités, communautés d'agglo, mairies, etc. Et voilà, auparavant, j'avais travaillé dans le privé, j'étais plus sur la formation géographique. Et puis, dernièrement, je me suis formé au coaching. Et du coup, il y avait vraiment un petit volet c'était presque l'épaisseur du trait, en fait, qui concernait le coaching d'équipe. Et on a eu une journée codev, donc plutôt sympa avec le groupe. Et du coup, ça m'a bien plu. Et voilà, moi, j'aime bien le groupe, ça me plaît. Donc, on va dire que tout ce qui est coaching d'équipe,
tout ce qui est, enfin, on va dire tout ce qui tourne autour de l'animation d'équipe me plaît. Donc du coup, le codage, j'ai trouvé que c'était une méthode qui était voilà simple, efficace, ça me parlait et du coup, ben, voilà, je suis là aujourd'hui pour ça, pour en savoir un peu plus. Merci. J'organise en fait pas ce webinaire, mais par contre la formation qui va suivre et puis un petit peu tous les événements et les formations de Pharos. Voilà, c'est moi qui vais venir coordonner un petit peu tout ça. Donc, je participe au webinaire, mais je vais enlever ma caméra parce que comme là à l'instant, je viens de recevoir un appel, donc je voudrais pas venir perturber le webinaire pendant que avec le téléphone. Donc voilà, si vous voyez que des fois je disparais, c'est un petit peu normal. Okay. D'accord, merci. Est-ce que tu veux juste nous dire, comme c'est toi qui représente Pharos Institute, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites un petit peu juste comme cours? Oui. Alors, Pharos a été créé par Claudine Clérici, que certains connaissent. C'est donc une école de coaching. On va former des coachs à l'accompagnement individuel et collectif. Et à côté de ça, on va proposer un certain nombre de formations qui vont être annexes au coaching, c'est-à-dire par exemple le co-développement. Ça peut être aussi, là en ce moment, ça va être une formation sur les neurosciences et le coaching. Moi, la vision que j'en ai, c'est un peu comme la vision qu'on peut avoir en coaching, d'une part. Et puis, je veux dire, j'ai deux aspects dans ma réponse. Dans une réponse qui n'est pas obligatoirement figée. Mais voilà, je vais entreprendre au deuxième semestre une formation en interne pour former des professionnels qui sont managers dans leur organisation pour qu'ils soient certains facilitateurs de co-développement. Donc, il y a vraiment les deux postures qui sont possibles dans les organisations. Ça dépend, j'allais dire, du projet de travail en interne. C'est un peu comme le coaching interne et le coaching externe. C'est par rapport à l'objectif qu'a l'organisation, qu'est-ce qui, en termes de sens, est le plus adapté par rapport à sa politique de travail avec les professionnels. Mais j'allais dire, les deux existent. Et moi, je suis allée en juin dernier sur des journées de co-développement où un des précurseurs, des concepteurs, Claude Champagne, était présent. Et lui, il promeut vraiment les deux aspects. Donc, en tout cas, dans ce que j'ai entendu ce jour-là. Et que les deux sont adaptés, mais voilà, on travaille. L'idée, c'est effectivement, si on est sur du facilitateur interne, c'est vraiment de faire monter en compétence les personnes pour qu'elles jouent bien leur rôle de facilitateur et pas de collègue à collègue, mais qui est effectivement une posture nouvelle à acquérir. Donc, après, il y a des enjeux effectivement de conditions de réussite qui sont à regarder, mais les deux sont possibles. Voilà, c'est comme ça un premier niveau de réponse. Oui, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, Florence, et j'ajouterais seulement que ça, comme tu dis, ça dépend aussi du cas et de la personne, comment elle se sent. Et souvent, ce que j'ai vu qui avait fonctionné dans une organisation où j'avais travaillé, c'est que l'animateur était animateur d'un groupe de co-développement, mais d'une autre section ou un autre département. Elle est interne à l'organisation, mais externe de ce groupe de travail. Donc, c'est une personne qui est un peu distante de la dynamique de ce groupe de travail. Donc, elle a comme une position plus neutre ou plus détachée, ce qui l'aide à être plus vu comme vraiment un animateur qui était juste dans un rôle d'animateur, comme tu dis, et pas que ça se mélange avec une relation de collègue. Et aussi dans un groupe où les gens étaient tous des collègues d'une même équipe de travail et ils faisaient une séance de co-développement, je leur avais recommandé pendant la séance de co-développement, assume le rôle d'un consultant ou d'un client ou d'un animateur, mais comme si vous ne vous connaissez pas tellement et comme si vous n'étiez pas vraiment impliqués tous dans les mêmes situations. Donc, prendre ce recul de « je fais maintenant une autre chose et je suis dans un autre rôle ». Et ça aide beaucoup à voir les choses autrement, à se détacher un peu et voir la différence entre comment ça se passe quand je suis ton collègue et je suis impliquée et quand je suis un peu en retrait et un peu avec une certaine hauteur, une certaine distance, et qu'est-ce que ça change. Donc, c'est intéressant de voir ça aussi. Alors, nous avions Solange qui a répondu. Oui, merci beaucoup. Par contre, consultant et animateur, je suis surprise. Pas eu le temps de bien saisir l'intérêt de ces deux rôles, de leurs différences. D'accord. Tu veux répondre, Florence, ou tu veux que je réponde quelque chose?
veux bien répondre, puis tu compléteras en fonction Oui, de oui, ta oui. vision. Donc, en fait, dans un groupe de co-développement, il y a un animateur de séance ou facilitateur, hein, suivant les moments, l'un ou l'autre des termes peut être adéquat. Et puis donc, l'ensemble des membres du groupe qui constituent le groupe, donc entre 6 et 8 personnes, hein, comme disait Adriana tout à l'heure, il y aura donc un client de séance et les autres personnes du groupe seront les consultants de la séance. Alors effectivement, dans ces consultants, l'objectif des consultants, c'est d'être à l'écoute, hein, comme disait Adrien tout à l'heure, de se centrer sur la demande du client pour vraiment être au plus près de la situation qu'il souhaite exposer, qui n'est pas obligatoirement un problème, hein, ça peut être un projet aussi, ou une question, hein, qu'il se pose. Et donc les consultants vont être là pour élargir le champ des possibles, aller investiguer tous eux leur domaine de référence qu'ils peuvent avoir pour apporter des éclairages complémentaires aux clients. Et l'animateur de séance ou facilitateur peut, en fonction de son expérience, souvent, hein, au départ peut-être les gens ne le font pas trop, mais peut aussi prendre une casquette de consultant, c'est-à-dire être aussi en hypothèse de travail pour le client au cours de la séance. Mais par contre, il est vigilant à avoir bien les deux casquettes et à passer de l'une à l'autre en étant clair sur cette position-là. Voilà ce que je peux répondre à Solange. Oui, Florence, je crois que tu as très bien expliqué le rôle du consultant. Et aussi, je dirais comme le rôle principal de l'animateur, c'est de guider le groupe dans tout ce processus et de veiller à qu'on fasse à chaque étape les choses qui sont correspondantes aux objectifs de cette étape. Donc, si dans la partie 2, tu peux poser des questions de clarification, c'est pas le bon moment pour faire des suggestions de solutions ou de faire des commentaires ou partager une expérience parce que c'est pas encore l'étape où on fait ça parce qu'on n'a pas encore bien compris la situation du client. Donc, des fois, les consultants se mélangent et ils commencent à faire des choses à l'étape 2 qui correspondent à l'étape 4 ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est important que l'animateur soit comme celui qui indique ce qui correspond à chaque étape et qui puisse aider le consultant à reformuler les choses autrement ou à noter une bonne idée mais qui va la dire plus tard, des choses comme ça. Le garant du processus. C'est ça. La différence, il peut prendre les deux casquettes, oui. Mais quand même du début à la fin, il est garant du processus. C'est ça. Cette formation, c'est une formation pour des personnes qui ne connaissent pas le co-développement ou pas du tout, mais ça peut être aussi utile pour des gens qui le connaissent déjà. Parce que dans cette formation, il y a un côté très pratique où on fait plusieurs séances de co-développement. Et ce qu'on fait, c'est qu'à chaque séance que l'on fait, on change de personne qui va être l'animateur de la séance. Il y a eu une première que ça peut être Florence ou moi qui animons et nous expliquons les choses, mais après, ce rôle va changer dans les personnes qui sont en formation et on va voir en même temps qu'ils font leur pratique d'animation, voir les choses qu'ils peuvent apprendre ou expliquer des choses, mais très basées sur l'expérience du groupe. Donc, à chaque fois, ça va être différent comme expérience et toujours très riche parce que c'est du co-développement basé sur des vrais clients, des vraies situations. Donc, on travaille à deux niveaux, un niveau de séance de co-développement et un niveau de pédagogie et d'explication. Et on fait toujours des liens avec la théorie. On introduit des moments aussi plus de travail théorique où on explique les principes ou les objectifs ou les rôles. Et après, on utilise le matériel de la séance qu'on a vécu pour clarifier des choses. Donc, on fait comme un aller-retour entre la partie plus théorique et explicative et la séance. Cette formation qu'on va faire, ça va être avec la collaboration de Pharos Institute. Elle va être du 11 au 13 mars. Le 11 et le 12, c'est des journées entières et le 13, c'est une demi-journée. Non, c'est le contraire. Pardon? Le 11, c'est une demi-journée. Et le 12 et le 13, c'est des journées entières. Oui, c'est ça. Mais les dates sont les bonnes. C'est du 11 au 13, sauf qu'il y a 2 journées entières et une demi-journée qui est le 11. On va travailler en co-animation. On va travailler Florence et moi ensemble. On va
vous donner un support à la formation, un petit livre que j'ai écrit sur le co-développement qui est basé sur le livre de Claude Champagne. C'est un petit livre qui est comme une sorte de résumé de cette approche. Et comme je vous dis, on organise aussi par la suite de rencontres en mode virtuel à distance. Et le temps entre la formation présentielle et les rencontres virtuelles, on vous demande de pratiquer avec un groupe que vous pouvez trouver chez des amis, des collègues, comme vous voulez, mais c'est important de pratiquer un peu et revenir avec des questions de j'ai essayé ça n'a pas fonctionné, ou comment j'ai invité les gens, ou qu'est-ce que je leur ai dit. C'est comme avoir de la pratique plus directe et plus tout seul, plus dans le groupe, là, comme on l'a eu au début, mais avoir chacun sa propre expérience de tout ce qui sont les compétences de l'animateur aussi pour inviter un groupe, constituer un groupe, trouver l'horaire, toutes ces choses qui sont pas nécessairement super évidentes au début, mais que, comme tu sais que tu vas avoir une rencontre après avec le groupe, ben, ça va t'aider à t'encourager, à te mettre en mouvement. Et c'est comme ça qu'on a conçu cette formation, pour que les gens commencent tout de suite à appliquer les connaissances et se sentent aussi accompagnés dans ces premiers pas. Et par la suite aussi, si vous voulez, mais nous avons un groupe de co-développement qui fonctionne depuis 2015 à distance, où nous nous rencontrons souvent pour traiter des sujets en lien avec l'animation des groupes de co-développement ou d'autres sujets que le groupe aimerait partager. Oui, moi j'ai une question peut-être un peu naïve, mais savoir en fait si à l'issue de la formation, par exemple, en fait, il y a un petit certificat, quelque chose en fait pour dire bon bah banco, cette personne a suivi cette formation et voilà. En gros, vous voyez l'idée quoi. Oui, ça c'est toute une question super intéressante parce que en France il y a des associations qui certifient et qui donnent un document très officiel. Et au Québec, il y a une décision qui est prise depuis très longtemps, qui a été discutée plusieurs fois dans le conseil d'administration de la QCP, quand j'étais là, sur cette question d'accréditation. Et au Québec, il n'y a pas vraiment comme une accréditation officielle d'un organisme ou quelque chose comme ça. On peut avoir un diplôme, donc moi, je ne suis pas un organisme certifiant très officiel non plus, mais j'ai quand même un parcours assez long et assez solide parce que je suis très concentrée sur le co-développement. Donc, je vous donne un petit papier qui dit « Vous êtes formé avec Adriana Diaz-Berriot, avec Florence Perrichot, à l'Institut Pharos. » Donc, vous avez un papier qui dit que vous avez suivi cette formation et peut-être qu'un organisme en France dira ben c'est pas la bonne formation, mais peut-être que d'autres diront oui. On sait que les gens qui se sont formés avec Adriana, en général, ils font vraiment le co-développement tel que c'est dans la pratique du livre de référence qui est celui de Claude Champagne et de Adrien Payette. Ou au contraire, Adrien Payette et Claude Champagne, on peut le dire dans les deux sens, mais je veux dire que ce que moi je vous garantis, c'est que moi je suis exactement la même méthode. Je n'ai pas des étapes différentes ou des façons très différentes de le faire. La seule chose que moi je fais, c'est que j'introduis des éléments peut-être un peu différents, mais qui sont pas ils modifient pas l'approche. C'est comme juste enrichir, comme la facilitation graphique ou des exercices de jeu de rôle ou des choses qui rendent la séance plus vivante ou plus... En France, il y a une association, la FCODEV, qui est donc un des organismes, c'est pas le seul, mais qui développe de la formation de co-développement, est très à cheval sur la certification. Et Claude Champagne me disant, moi au Québec et dans les intentions à Adrien Payette, notre objectif, c'est effectivement que les gens soient en apprentissage continu. Alors qu'évidemment, il y a une formation de base pour que les personnes puissent se former au processus et à l'animation du processus pour être garant que le processus est bien suivi. Mais ensuite, effectivement, c'est la pratique qui fait qu'on a un apprentissage continu. Et pour lui, c'est ce qui est important. Voilà. Être formé pour connaître la méthode, mais ensuite, la certification, pour lui, n'a pas de valeur en tant que telle, parce que pour lui, la certification, pour lui, ça sera presque les heures de vol. Un peu comme on peut avoir dans certaines fédérations de coaching, entre autres celles où je suis adhérente,
où voilà, on n'est pas coach entre guillemets. Enfin, on est formé coach, mais si on veut être accrédité ICF, par exemple, on a besoin de prouver régulièrement qu'on est en formation continue et qu'on pratique aussi du coaching, parce qu'autrement, on pourrait très bien être coach. Si on ne le pratique pas, mais effectivement, la posture de coach, on peut peut-être parfois l'oublier et pas être obligé dans cette posture-là. Il est possible que je vais offrir une formation. Je vais offrir une formation aussi à Paris. Ça serait du 27 au 29 mars. Mais autre que celle de là en mars, sauf si vous voulez les faire en espagnol, parce qu'on a une à Madrid aussi. Mais si vous ne parlez pas espagnol, ça serait un peu plus compliqué, mais ce n'est pas impossible, si vous le comprenez. Celle de Madrid, c'est du 7 au 9 mars. Voilà, j'attends la suite des informations. Là, voilà. Je vais suivre l'actualité. Merci. Très bien. On va vous envoyer la présentation aussi et vous pourrez voir les choses plus tranquillement parce qu'aujourd'hui, c'était un peu vite. D'accord. Comment ça se passe? En fait, on vous laisse notre mail quelque part parce que je ne sais pas trop comment vous avez récupéré. Vous vous êtes inscrit avec Flora ou avec l'Institut? Parce que je vais vous donner mon courriel. Ça va être plus simple et après… Flora, oui. Mais mon courriel, c'est info@diasberio.com. Alors, Solange se pose la question. Il y a 3 personnes en formation. On risque de se retrouver seul ensuite en ligne. Alors, pour les séances de co-développement en ligne, en fait, on est un groupe constitué depuis maintenant presque 3 ans et demi, avec un noyau dur. Et en fait, on invite au fur et à mesure un certain nombre de personnes qui viennent parfois pour une séance, parfois pour plus longtemps. Et ce fait qu'on est en général au minimum entre 3 et 5 personnes en moyenne sur ces séances de co-développement à distance. Le plus important, c'est que tu sors de cette formation motivé avec l'envie de pratiquer et que tu sois vraiment encouragé par le groupe et que tu as un contact avec d'autres qui se sont formés, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de problème. Nous, on aimerait avoir un groupe de 6 ou 7 ou 8 personnes, idéalement. C'est ce qu'on va voir si ça marche. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre attention, de vos questions, de votre participation et j'espère vous revoir en personne aussi bientôt, si c'est possible. Merci beaucoup. Aussi mes coordonnées au cas où. Dans le chat? Oui. Parfait, mais merci. Bonne après-midi ensoleillé, en tout cas pour ce qui nous concerne. Au Mexique, on ne se dit même pas la question. Non. Mais je suis au soleil. Très bien. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.